Alors, merci, bonjour à tous. Bonjour Fanny, bonjour aux personnes qui sont connectées à distance. Bonjour Anil, bonjour François. Merci de nous retrouver donc pour ce séminaire consacré à l'émergence et au management des biens communs à l'échelle des territoires. Donc, nous en sommes à la sixième conférence déjà de ce cycle de conférences qui a reçu le soutien de la Maison des sciences humaines de Paris-Saclay. Donc, nous les remercions et Elsa Bansard qui est connectée actuellement en ligne avec nous on est une digne représentante. Je remercie Elsa d'être présente aujourd'hui et de soutenir ce projet. Donc, sixième conférence aujourd'hui. On a marqué une pause avec la pause estivale, mais on a déjà fait donc 5 conférences entre mars et juillet sur les communs avec différentes disciplines. On a commencé avec le droit. Donc, c'était un regard juridique sur les communs. Donc, je vous rappelle que notamment cette conférence et toutes les autres sont en ligne grâce notamment aux équipes d'Emmanuel Dularoquois qui enregistrent chacune des séances. Donc, c'est aussi une possibilité pour chacun de reprendre les vidéos et les échanges. En tout cas, nous, ça nous sera très utile pour construire l'ouvrage collectif que nous prévoyons pour 2025. Donc, une première intervention sur le droit, je l'ai dit, sur la comptabilité également. Comptabilité notamment déclinée du modèle CARE et d'un modèle de comptabilité pour suivre justement les actions collectives en matière en l'occurrence ici, de ressources naturelles. On a parlé également de souveraineté alimentaire avec notre collègue qui est donc directeur scientifique de la Fondation Farm, Mathieu Brun. Nous avons eu également Simon Porcher sur les questions de gouvernance de l'eau et de changement climatique et les équipes de Séverine Salayès sur la dimension des systèmes alimentaires et des monnaies locales. Donc, vous voyez un programme assez riche qui se poursuit aujourd'hui avec Fanny, donc, qui est doctorante en urbanisme et qui va très prochainement soutenir sa thèse de doctorat. Donc, on a la chance d'avoir un petit bout aujourd'hui de sa thèse, qui comporte évidemment une richesse d'informations pour avoir la possibilité de discuter. J'annonce également qu'on aura une 7e conférence fin novembre, donc on communique largement sur les dates, mais on aura une conférence fin novembre, je n'ai plus la date en tête, mais sur toujours les communs avec Olivier Petit sur la gouvernance des biens communs avec l'aspect des eaux souterraines, qui est un des cas emblématiques traités par Ostrom en matière de communs. Et puis, on aura une conférence de clôture à l'IUT de Nantes, cette fois-ci, le 10 décembre, avec Cécile Renoir, autour d'une conférence qu'on a décidé d'intituler ensemble Bien commun, oui, bien commun, commun et responsabilité systémique de l'entreprise. Donc, à l'IUT de Nantes, vous voyez un programme très riche, interdisciplinaire, sur différents sites. Et on est vraiment très ravis de relancer aujourd'hui ce cycle, puisqu'il nous apporte beaucoup en termes de réflexion. Donc, je vais céder la parole à Elsa, excusez-moi, à Fanny, qui va donc prendre la parole et exposer. Donc, Fanny, une petite heure. L'idée est d'avoir des échanges ensuite avec les personnes en salle et en ligne pour qu'on puisse poursuivre les échanges. Très bien, merci beaucoup à tous les deux de votre invitation et merci à toutes les personnes présentes et présentes en ligne et en salle. Je m'appelle Fanny Côté, donc je suis doctorante en urbanisme et aménagement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et j'ai réalisé ma thèse au sein du laboratoire géographie cité. Et donc j'ai rajouté aussi sur cette présentation un petit logo, le logo de la Fondation Palladio, puisque à la fin du coup de mon contrat en thèse CIFRE, j'ai reçu l'une des bourses de la Fondation Palladio, qui est une fondation de l'immobilier, pour pouvoir poursuivre ma thèse. Et donc effectivement, j'ai déposé ma thèse il y a à peu près 10 jours, et donc je devrais la soutenir si tout se passe bien et les pré-rapports restent positifs, en tout cas fin décembre, le 19 décembre. Donc bon, c'est un petit moment de transition effectivement pour moi. J'ai essayé autant que faire se peut de à la fois repartir de certains de mes chapitres et certains de mes résultats de thèse tout fraîchement finalisés et en même temps de
de les revisiter sous le prisme un peu des communs. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, ma présentation s'intitule, alors peut-être pour compléter, excusez-moi, je vais commencer un post-doctorat au sein du laboratoire LAX, qui est situé effectivement à l'université, sur le campus de Champs-sur-Marne et entre les universités Gustave Eiffel et de l'école d'urbanisme de Paris. Et donc, c'est rattaché dans une chaire qui s'appelle la chaire aménagée le Grand Paris. Donc voilà, je précise aussi ce petit rattachement institutionnel qui démarre tout juste pour moi. J'ai appelé cette présentation l'immobilier à l'assaut des communs urbains, modèles immobiliers alternatifs aux logiques de marché, puisque c'était le titre initial de mon projet de recherche et le titre de ma thèse quand j'ai commencé. Finalement, la thèse ne s'appelle pas comme ça, mais c'était le programme initial de pouvoir enquêter sur les communs. Et alors, j'ai tout de suite discuté avec François et Guillaume en disant au final, je ne sais pas si j'ai tellement travaillé sur les communs que ça. En tout cas, voilà, c'est un cadre théorique que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai aussi pas mal critiqué et un peu abandonné dans le cadre de ma thèse. Donc, je vais vous expliquer ce pourquoi j'ai fini par m'en dissocier un petit peu. Peut-être pour commencer, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote. Le 17 juillet 2022, à Paris, dans le 5e arrondissement, il y a une ancienne université qui s'appelait l'Université de la Sorbonne Nouvelle, qui a fini par fermer ses portes et qui a progressivement laissé place à un tiers-lieu temporaire qui s'appelle aujourd'hui Césure. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est dans le quartier Censier, au métro Censier-d'Aubenton, dans le 5e arrondissement de Paris. Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue avec mon association. Donc, nous arrivons avec Sacha, une autre membre de l'association, pour visiter des bureaux, les futurs bureaux de notre association qui s'appelle Quartier Ludique. C'est une association qu'on a fondée en 2018 et qui a pour but d'inventer et de concevoir des jeux sérieux sur l'urbanisme, l'aménagement, l'environnement, la fabrique des quartiers, dans une visée plutôt d'éducation populaire. L'association n'a jamais eu de bureau depuis 2018, et bien qu'elle existe depuis 4 ans en 2022, voilà, quand on se retrouve le 17 juillet 2022 pour visiter des bureaux, une administratrice de l'association travaille à temps plein pour son développement depuis une année. L'association a déjà créé 4 jeux sérieux, mais les boîtes de jeux et le matériel s'accumulent dans les différents appartements parisiens des membres de l'association. On se retrouve chez les uns, chez les autres pour pouvoir faire les assemblées générales, les différents conseils d'administration et aussi tout simplement pour pouvoir produire les prototypes et créer nos jeux. Donc on s'est posé la question, mais louer des bureaux à Paris, pourquoi pas? Mais on peine déjà à rémunérer les différents urbanistes, géographes ou encore les designers qui imaginent les jeux sérieux. Alors financer effectivement des bureaux et louer des bureaux à Paris, ça nous paraissait complètement absurde. À cette époque, Plateau Urbain, qui est une coopérative d'urbanisme temporaire et d'urbanisme temporaire et transitoire et d'immobilier solidaire, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ouvre les portes d'un nouveau tiers-lieu dans cette ancienne université à la Sorbonne Nouvelle, en juillet 2022. Plateau Urbain, c'est la coopérative dans laquelle j'ai aussi fait ma thèse CIFRE, je vais y revenir rapidement. C'est une occupation temporaire de l'ancienne faculté, donc de la Sorbonne Nouvelle, dans ce 5e arrondissement, qui va durer a priori 2 ans, jusqu'en 2024. Au final, elle sera prolongée, il reste encore 6 mois à cette occupation. Après des échanges et des débats au sein de notre association, on se dit que c'est le moment d'essayer de louer des bureaux, et donc nous candidatons et nous déposons un dossier sur la plateforme numérique de Plateau Urbain, afin de pouvoir candidater et essayer d'avoir des bureaux. Le 17 juillet 2022, donc on se retrouve dans la cour du bâtiment pour visiter ces lieux. C'est plus de 20 000 m², une cour, 2 amphithéâtres, une ancienne bibliothèque universitaire qui va être transformée en cantine solidaire par la suite, avec un bâtiment principal composé de 5 étages, avec des petites salles de classe d'une vingtaine de m² qui vont être temporairement transformées en bureaux et en locaux d'activité pour chaque association et chaque locataire qui va pouvoir arriver dans ces salles de classe. Les bureaux sont proposés à 20 € par m² par mois. C'est assez peu cher en région Île-de-France et principalement dans la métropole de Paris.
Nous en visitons plusieurs et on finit par rencontrer une autre personne qui s'appelle Mathilde, qui est directrice d'une petite compagnie de théâtre. Elle aussi, elle cherche des bureaux, elle travaille à domicile dans son 25 mètres carrés à Montreuil et n'a jamais eu, pour l'instant, de bureau pour développer son activité. Elle entrepose les décors de ses différentes pièces dans la cave d'un ami, faute de place. Donc on se rencontre, on discute et puis on décide de déposer une candidature commune pour louer un bureau de 24 mètres carrés. Après tout, on considère que c'est assez grand pour deux associations, ce qui fait 480 € de loyer mensuel. 480 € de loyer mensuel à se répartir donc en deux associations. Donc on a jugé que c'était relativement accessible et abordable pour nous. 450 autres structures de l'économie sociale et solidaire, des associations, des artistes ou des artisans ou encore des petites entreprises vont s'installer en juillet 2022 dans cette ancienne fac, dans cette ancienne université, dans un tiers-lieu temporaire donc, qui s'appelle Césure. En septembre 2024, voilà 2 années donc, que notre association a son bureau là-bas. Notre asso s'est plutôt bien développé grâce au soutien immobilier, le modèle socio-économique s'est développé. On a pu investir dans différents équipements, dans la création de nouveaux jeux et la convention temporaire de plateau urbain avec l'établissement public d'aménagement de la région Île-de-France a été prolongée donc de 6 mois et devrait se terminer en 2025. L'association ne sait cependant pas ce qu'elle va faire derrière. Est-ce qu'elle va, une fois que ce tiers-lieu sera définitivement clôturé, est-ce qu'on va rechercher d'autres bureaux dans une autre occupation temporaire, tenter de trouver des bureaux dans le marché classique, où les loyers sont beaucoup plus élevés et donc pas forcément soutenables pour notre association. Donc ce dilemme, c'est celui de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour lesquels les sites d'occupation temporaire et transitoire ne constituent bien souvent qu'une seule offre immobilière abordable, certes, mais temporaire et précaire pour héberger leurs activités. Et cette histoire, c'est celle de nombreux acteurs de l'ESS en recherche de locaux dans les métropoles françaises où les marchés d'immobilier d'entreprise sont devenus principalement inabordables. Merci de déconnecter. Je vais prendre sinon la souris, ouais. Ah, c'est bon. C'est que j'ai parlé trop longtemps. Merci. Pour illustrer cette petite histoire, plusieurs constats donc, ont été établis lors d'une étude avec la coopérative Plateau Urbain. Une enquête a été faite en 2020 sur les 1000 occupants ou les 1000 structures locataires qui sont passées donc, par les différentes occupations temporaires de cette coopérative. À peu près 200 structures ont répondu à un questionnaire. On a pu observer à ce moment-là que 46% des structures travaillaient à domicile avant d'arriver dans ce lieu d'occupation, dans un des lieux d'occupation de la coopérative. Et on peut mentionner également que 16% de ces structures travaillaient déjà dans un autre tiers-lieu avant et donc tout simplement changer d'espace. 7% étaient plutôt localisés dans des espaces de coworking et une partie non négligeable de ces structures n'existait pas et donc a été créée effectivement pendant, en tout cas l'immobilier a constitué la première étape de création de l'entreprise. Quand on regarde le lieu de travail auquel ces structures aspirent à la sortie des occupations temporaires en question, 68% d'entre elles disent vouloir intégrer un tiers-lieu. Et quand on compare avec la réalité économique, où ces structures retournent effectivement, une fois qu'elles ont quitté l'occupation temporaire, eh bien 48% d'entre elles retournent travailler à domicile par manque d'espace de travail abordable dans les métropoles. Donc dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à appréhender l'émergence et la production de ces locaux d'activité abordables et de ces alternatives au marché traditionnel de l'immobilier d'entreprise, ayant pour vocation effectivement d'accueillir spécifiquement des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir se loger sur le marché immobilier traditionnel. Bien que ces acteurs produisent de nombreuses valeurs sociales ajoutées, la valeur économique ajoutée qu'elles peuvent produire est souvent assez peu suffisante, effectivement, pour faire face au marché de l'immobilier traditionnel. Donc, dans le cadre de ce travail de recherche, je me suis inscrite, c'est une recherche qui s'est inscrite au sein de différents champs disciplinaires et dans différents cadrages théoriques.
Le premier, effectivement, celui qu'on peut mentionner, c'est plutôt celui de la géographie économique et de l'économie où je me suis intéressée vraiment à l'économie sociale et solidaire, ainsi qu'aux différentes stratégies d'implantation des entreprises. Et en même temps, j'ai pu identifier dans ces différents champs quelques limites où les locaux sont souvent perçus comme un tremplin au développement économique, mais il y a assez peu d'analyses qui ont été faites sur, au final, la matérialité de ces lieux, ainsi que les processus de construction de ces lieux et les différentes stratégies pour pouvoir euh, intégrer ces espaces de travail. Donc ça, c'est un premier champ que je vais peut-être rapidement évoquer aujourd'hui quand je vais faire le pont avec les communs. Un second ensemble de travaux plutôt vraiment ancré cette fois-ci en urbanisme et aménagement sur vraiment l'urbanisme en tant que tel, la fabrique du projet urbain et la production urbaine immobilière. Donc là, c'est vraiment mon ancrage effectivement en urbanisme et aménagement où j'ai pu voilà, me rattacher à différents cas théoriques sur l'urbanisme temporaire et transitoire, parce que c'est de là que vient la coopérative dans laquelle j'ai pu réaliser ma thèse CIFRE, et en même temps se poser la question, donc, comment, dans le cadre de la production urbaine et immobilière, on observe aussi des phénomènes de production et d'autoconstruction, en quelque sorte, par les acteurs de l'économie sociale et solidaire de leurs locaux d'activité en tant que tels, et donc comment, voilà, peut-être qu'on peut appeler ça une observation en quelque sorte de la petite fabrique, de l'autoproduction, mais dans le cadre de l'immobilier plutôt économique et des activités économiques. Et enfin, le dernier grand ensemble de travaux dans lesquels je suis énormément ancrée, et c'est ça qui m'a fait plutôt dériver des communs, et je vais y revenir un peu plus profondément, c'est celui de l'économie politique. Et puisque c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec Guillaume et puis François, on est aussi très rattachés aux différents champs et ancrages en quelque sorte de nos différents directeurs et directrices de thèse. Et donc, en l'occurrence, nous, ce qui nous rassemblait avec ma direction de thèse, c'était la financiarisation de l'immobilier et donc l'observation des différentes logiques de marché qui intervenaient dans la production et dans toutes les étapes de la production urbaine immobilière, à la fois des premières étapes de phasage, de programmation, mais aussi bien évidemment du financement et des questions de propriété, propriété foncière et propriété immobilière. Et donc là, j'ai un ancrage dans mes travaux initiaux en économie politique assez important. Et j'en viens tout de suite au commun. C'était déjà une introduction très un petit peu longue. Alors les communs, vous êtes quand même tous et toutes assez familiers de ce cadre théorique. Je vais en venir un peu tout de suite au commun urbain. Je ne vais pas revenir sur bien sûr la conceptualisation d'Ostrom et des différents design principles. Moi, je me suis aussi beaucoup intéressée à la question de la théorie des faisceaux de droit dans les communs et donc de comment on pouvait peut-être que je l'ai. Voilà, je vais peut-être commencer par là. Là, c'est principalement donc la théorie des faisceaux de droit de Schlager et Ostrom à la base, et ici retravaillée par Vincent Lerouzic, qui m'a intéressée pour aller décorréler dans l'immobilier les questions des différents droits, les droits d'accès, les droits d'usage à une certaine ressource, le droit de prélèvement. Donc là, cette matrice des faisceaux de droit, elle a été retravaillée dans le cadre du logement principalement. Et donc c'est sur cette matrice que je me suis appuyée dans le cadre de mes travaux. Donc les droits de prélèvement, comment on peut effectivement prélever une forme de rente, un loyer, donc une rente immobilière. La question de la gestion, le droit de déterminer les règles internes d'utilisation et de transformation du bien immobilier dans ce cas-là résidentiel et de les améliorer. La question de l'exclusion, le droit de déterminer qui seraient les utilisateurs qui peuvent effectivement intervenir sur ce bien résidentiel et quels seraient leurs droits spécifiques attachés, le droit d'aliénation qui est très important en immobilier, celui de vendre son droit, de vendre un ou plusieurs des droits précédemment identifiés et de façon effectivement permanente ou alors sur une période donnée en donnant un accès donc avec des baux de très longue durée, par exemple sur certaines ressources. La question de la transformation, de
le droit de construire, de réhabiliter, de détruire, d'agrandir, etc. Donc ça, c'est aussi très important sur ce que je vais développer ensuite. Et enfin, le droit de préemption, que j'ai un petit peu moins analysé dans le cadre de l'immobilier plutôt économique. Donc si je reviens sur la spécificité des communs urbains, alors certains auteurs auraient tendance à considérer que les communs urbains n'auraient pas forcément de spécificité particulière par rapport aux communs initialement définis par les travaux d'Ostrom et dans le cadre de l'école de Bloomington. D'autres auraient tendance à considérer que effectivement les ressources urbaines et principalement le capitalisme constitueraient une forme de spécificité des communs urbains dans la mesure où la production de la ressource foncière et immobilière fait intervenir des enjeux et des logiques de marché, de spéculation, de financement, de privatisation ou encore d'accaparation de certaines ressources. Et donc, on ferait une forme très spécifique des communs urbains. D'autres auteurs, ce que j'ai pu trouver aussi d'intéressant sur la conception du commun urbain, c'est l'idée de la lutte et de revendiquer, ou en tout cas comment les pratiques de communing sont mises en place afin de vraiment structurer, donc de protéger une ressource, d'aller la sortir d'une forme de la spéculation immobilière, d'une forme de privatisation, et donc de lutter, de revendiquer un accès à ces différents communs. La question des pratiques de communing, elle est particulièrement aussi intéressante dans le cadre des communs urbains. Je reviendrai un peu plus tard dessus. Et donc enfin, effectivement, l'idée que la ressource foncière et immobilière en fait de ces communs urbains une spécificité toute particulière, à la fois dans le secteur du logement, mais aussi du côté des activités, plutôt activités associatives ou de l'économie sociale et solidaire. Ça peut en être également le cas. Enfin, peut-être pour préciser aussi, l'approche des communs, elle a une influence dans l'économie sociale et solidaire assez intéressante. Si je mentionne par exemple les travaux de Benjamin Chapas en 2015, le SS qui apporte de réelles réponses aux besoins en apportant des réponses aux besoins des citoyens grâce à une action dans les secteurs de la protection sociale ou encore par exemple de la solidarité. C'est vrai que j'ai pas du tout défini l'économie sociale et solidaire principalement. Je m'en excuse. L'économie sociale et solidaire, on peut à la fois la définir par des questions de statut. À la fois, on y trouve des associations, des mutuelles, des coopératives, etc., mais aussi par des questions donc de gouvernance démocratique avec le principe de une personne rattachée à une voix, et c'est pas forcément le poids du capital qui va déterminer les modes de vote dans le cadre de l'ESS. Et enfin, l'économie sociale et solidaire, ça peut toucher l'ensemble des secteurs de l'économie. Donc, toute entreprise peut effectivement décider d'adopter les statuts de l'économie sociale et solidaire, que l'on soit dans l'enseignement, dans la protection sociale, dans les secteurs de la culture, des sports, des loisirs, ou encore tout simplement de la production et de la gestion agricole. Voilà. Tout secteur peut être intégré dans cette conception de l'économie sociale et solidaire. Peut-être quelques chiffres là-dessus, ça représente 14% de l'emploi privé en France et à peu près 12% du PIB actuellement, selon les dernières analyses de l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire et de leur ouvrage publié en 2020. Et donc, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, Benjamin Chapas, en 2015, faisait le pendant entre l'idée que l'ESS donc apportait de réels besoins aux citoyens grâce à son action donc dans certains secteurs très spécifiques, mais aussi revêtait certaines formes de propriété sociale qui la démarquent très clairement des autres types d'entreprises ou alors d'autres formes, par exemple des services publics. En ce sens, les acteurs de l'ESS mettent majoritairement en avant des principes de gestion coopérative qui sont donc décorrélés du poids du capital. Et lorsque ces acteurs se structurent par exemple en tiers-lieux, ils sont de plus en plus nombreux à mettre en avant l'idée de préserver un patrimoine commun, souvent dans une perspective qui peut être anti-spéculative,
voire même se revendiquent frontalement de la filiation des communs. Par exemple, les travaux de Philippe Hainaut et d'Adrien Laurent à ce sujet en 2017 avaient par exemple identifié comment la façon dont plusieurs structures de l'économie sociale et solidaire se rassemblaient au sein d'un même bâtiment afin d'en faire à la fois un projet commun, qui était un projet en tout cas de coopératives communes. Donc, on est sur plusieurs coopératives qui se rassemblaient effectivement pour avoir un projet économique de coopérative, cette fois-ci commun, mais aussi ils ont montré comment le bâtiment sur lequel ils ont travaillé en tant que tel, ils ont essayé en tout cas d'en faire un commun. C'est un bâtiment qui s'appelle, enfin c'est un projet qui s'appelle le Phare et qui est situé à l'île Saint-Denis. Et donc, c'est autour de ce projet immobilier, en tout cas, qu'ils se sont rassemblés avec cette double perspective à la fois de mener un projet économique commun et de faire de ce bâtiment un commun en tant que tel. Alors, c'est en tout cas, le deuxième volet, le volet immobilier et la façon de construire le projet immobilier en tant que commun n'a pas forcément réussi, en tout cas, c'est évident. Mais en tout cas, ces premiers travaux faisaient le pont entre économie sociale et solidaire, commun et immobilier. Et ce sont des travaux assez rares pour l'instant, et donc que l'on peut souligner. Je n'ai pas non plus. Bon, je fais un peu les choses dans le désordre, désolé, sur cette présentation. Je n'ai pas non plus défini ce qu'était un tiers-lieu. Je vais aussi beaucoup parler donc de tiers-lieux. Voilà, je vais me mettre là-dessus sur l'objet de recherche. Et donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur l'objet, en tout cas, de cette recherche. C'était vraiment l'idée de travailler sur les locaux d'activité à destination des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ces locaux d'activité, ils peuvent prendre à la fois différentes formes immobilières. Ils peuvent être attachés à différentes fonctions, des fonctions plutôt de travail, des fonctions de mutualisation de certaines machines ou de certains outils pour le développement de l'activité économique. Il peut y avoir des fonctions aussi de l'accompagnement des entreprises et dans une forme de pépinière en quelque sorte, des fonctions plutôt de l'ordre du secteur culturel, de diffusion ou alors de création et de production artistique, des fonctions de médiation sociale, etc. Donc pour qui ça, j'en ai un petit peu parlé, donc vraiment pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, je me suis concentrée sur les lieux qui accueillaient ces structures-là uniquement. Travailler également sur les lieux qui pouvaient avoir des prix donc, et des loyers en dessous des prix du marché, donc avec des loyers qui seraient abordables. Et enfin, les lieux que j'ai pu regarder se dissociaient de d'autres lieux de travail alternatifs ou d'autres espaces comme des espaces de coworking, par exemple, selon des principes de gestion, puisqu'ils étaient organisés selon des principes, une organisation horizontale, une organisation coopérative, donc vraiment au sens là de l'économie sociale et solidaire, une gouvernance collective et souvent multipartite qui associe plusieurs parties prenantes et donc plusieurs soit coopératives, associations ou plusieurs acteurs et parfois même des citoyens ou habitants. Et enfin peuvent être structurés en tiers-lieux. Et donc, c'est là où je me rattache le tiers-lieu. Alors, le tiers-lieu, c'est à la fois un espace qui est physique, dans la définition que je peux en donner. Il faut effectivement que les différents acteurs se réunissent au sein d'un même espace, mais surtout, le tiers-lieu peut être défini, et là je me raccroche à la définition d'Antoine Buret, qu'Antoine Buret en donne en 2017, c'est également une organisation sociale. Et donc, il y a vraiment l'idée de plusieurs structures, plusieurs acteurs, donc on peut avoir aussi des individus tout simplement, qui s'organisent collectivement autour, et donc ça c'est la troisième composante en plus du lieu, l'organisation sociale, autour d'un projet commun et d'un récit commun. Et donc il faut effectivement qu'il y ait quelque chose qui les rassemble en tant que tel pour qu'ils aient un but, en quelque sorte un objectif commun. Voilà, donc c'est en ça que je définis le tiers-lieu. J'aurais pu le préciser précédemment. Voilà pour
construction un peu de mon objet de recherche. Et donc, je me suis posé la question de recherche suivante, et donc la problématique et les différentes questions de recherche suivantes. J'ai travaillé sur comment se construisait une offre de locaux abordables, de locaux d'activité destinés à l'économie sociale et solidaire, entre à la fois des impératifs d'abordabilité et en même temps des mécanismes de marché métropolitains en prise avec la financiarisation de l'immobilier. Et donc, j'ai uniquement travaillé sur 3 métropoles que sont Paris, Lille et Lyon. Je ne me suis pas du tout concentrée sur des espaces ruraux ou périurbains. Les axes de recherche étaient les suivants. Je me suis questionnée sur les acteurs, quels étaient les acteurs qui rentraient dans la production de ces différentes offres immobilières, comment s'organisait la construction matérielle, à la fois sur les volets aussi juridiques, financiers de cette nouvelle offre de locaux, euh, comment et dans quelle mesure on observait aussi une croissance et une émergence de ces enjeux de prise en compte d'un immobilier de locaux d'activité qui seraient abordables et accessibles pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques et auprès des acteurs publics. Un quatrième axe sur la question des tensions donc, entre ces impératifs d'abordabilité et comment ces acteurs essayent de construire des modèles qui seraient potentiellement alternatifs à d'immobilier d'entreprise classique, et enfin donc des tensions avec les logiques de marché donc inhérentes à la production urbaine et immobilière et à ces enjeux de financement. Et enfin, un dernier axe donc, qui est celui qui a peut-être le plus disparu dans le cadre de ma recherche, sur comment les acteurs qui construisaient ces projets s'ancraient ou non, se revendiquaient des communs, et plus particulièrement des communs urbains. Et est-ce qu'il est possible effectivement d'instituer, voire de pérenniser ces lieux communs dans des milieux urbains soumis, donc, comme je l'ai rappelé, aux différentes logiques de marché. En termes de méthodologie, la recherche s'est construite autour de 3 échelles principales d'analyse, à la fois à l'échelle nationale, à l'échelle de 3 métropoles, et enfin d'études de cas plus précises. Il s'agissait plutôt à l'échelle nationale d'analyser les processus de mise à l'agenda de ces enjeux immobiliers de l'économie sociale et solidaire, voire potentiellement des enjeux rattachés au commun. À l'échelle nationale, j'ai pu aussi travailler sur l'analyse d'acteurs émergents qu'on appelle des foncières solidaires. Je vais revenir très brièvement dessus. À l'échelle métropolitaine, il s'agissait plutôt de comprendre les mécanismes spécifiques dans le cadre de ces 3 métropoles d'études que sont Paris, Lille et Lyon, les mécanismes inhérents à la production urbaine et immobilière, et donc comment se construisent les montages immobiliers pour ces lieux-là dans les zones tendues. Tout en opérant une comparaison entre ces 3 métropoles pour voir effectivement dans quelle mesure la tension plus ou moins grande des marchés jouait ou non sur la structuration des montages juridiques et financiers. Et enfin, il s'est agi d'avoir quelques études de cas donc locales et de comprendre à la fois les acteurs, les outils et les différentes méthodes qu'ils peuvent utiliser et mettre en place dans les projets immobiliers qu'ils essayent de structurer. Et donc, en termes de matériaux de recherche, alors, donc c'est une thèse qui a été réalisée une thèse CIFRE au sein de la coopérative, donc Plateau Urbain, comme je la présentais tout au début. Donc, ça a été 3 ans d'observation participante. Plateau Urbain, c'est une coopérative qui existe en tant qu'association depuis 2013 et coopérative depuis 2017. Quand je suis arrivée en 2018, on était 5 salariés. Aujourd'hui, ils sont une centaine. Donc, ça a énormément grandi. Et effectivement, le principe même aujourd'hui, c'est d'utiliser la vacance immobilière et foncière pour pouvoir ouvrir différents tiers-lieux. Et aujourd'hui, alors j'avais fait les calculs pour ma thèse, je ne les ai pas repris, mais je crois qu'ils ont à peu près 90 000 mètres carrés en gestion en France, principalement à Paris, à Lyon, à Bordeaux également. Et donc, ça représente 1300 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont hébergés dans un de ces lieux temporaires dans une des métropoles.
J'ai aussi eu l'opportunité de visiter différents lieux, et donc c'est ce dont je vais vous parler un petit peu plus précisément aujourd'hui. Donc c'est une quarantaine de lieux visités. Alors je n'ai pas forcément été très carrée sur le sujet, puisque je n'ai pas visité que des lieux dans les 3 métropoles d'études. J'ai par un peu effet boule de neige et en fonction des opportunités qu'on m'offrait, j'ai pu visiter voilà d'autres lieux, soit dans d'autres métropoles, soit dans d'autres espaces moins métropolitains. Ce qui m'a permis voilà, d'établir quelques comparaisons intéressantes en termes de production immobilière. Et enfin, il s'est aussi agi de faire un recensement des différents lieux qui rentraient donc dans la définition que je vous ai donnée dans l'objet de recherche avec les différentes voilà, caractéristiques sur les formes, les fonctions et l'accueil ou non d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bon, ça c'était un rappel effectivement sur les 3 métropoles donc, sur lesquelles j'ai pu travailler et donc enfin, trois cartographies donc, sur le recensement établi. Donc sur la slide d'avant, je vous parlais de 200 lieux au total dans les métropoles et ensuite j'ai mis en place un critère un peu économie sociale et solidaire. Est-ce que la présence d'acteurs de l'ESS était avérée dans ces espaces? Et une fois qu'on opère ce raffine, enfin, voilà, cette sélection-là, on obtient seulement 256 lieux, enfin, quand même, dans la métropole du Grand Paris, 192 dans le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon, et 171 dans la métropole européenne de Lille. Je ne me suis pas du tout concentrée, enfin voilà, j'ai pas fait ensuite une analyse sur l'ensemble de ces espaces, mais en tout cas, c'était un recensement qui était intéressant du point de vue géographique aussi. Est-ce que ça racontait sur enfin, la géographie économique traditionnelle et donc la localisation des bureaux et de l'offre classique et de cette offre qu'on peut qualifier quelque peu d'alternative au marché. Je ne vais pas rentrer sur ces résultats plus précisément. Dans le cadre des résultats de cette recherche, je me suis concentrée à la fois donc, sur l'ensemble de ce que représente cette flèche, c'est ce qu'on pourrait qualifier de chaîne de l'aménagement, de la chaîne de la production urbaine immobilière. Et donc, j'ai pu observer différents types d'actions sur cette chaîne de la production avec différents types d'acteurs donc, qui peuvent intervenir de manière diversifiée pour pouvoir accompagner la production d'offres abordables dans les métropoles à destination de l'ESS. Donc à la fois en termes de politique publique et d'intervention réglementaire dans les différents schémas de planification ou les plans locaux d'urbanisme, à la fois du côté de l'aménagement et vraiment les aménageurs publics ont un rôle assez important également. Les bailleurs sociaux se mettent aussi à la page et donc accueillent dans leurs différents rez-de-chaussée des acteurs de l'économie sociale et solidaire en proposant des loyers adaptés. Il y a aussi certains acteurs dont j'ai plutôt pu observer des évolutions de pratiques, soit au sein des promoteurs ou alors d'investisseurs, ainsi qu'identifier la présence donc, de nouveaux acteurs que j'ai appelés les foncières solidaires. Et donc enfin, ce que je vais vous présenter plus précisément maintenant, ce sont les actions que peuvent mettre en place les différents occupants, exploitants ou les acteurs de l'économie sociale et solidaire eux-mêmes pour pouvoir accéder à l'immobilier et surtout pérenniser ces lieux et donc comment ils essayent de s'inscrire dans une logique de commun. Je voulais juste vous parler, alors c'est peut-être celle-ci la plus parlante, sur les foncières solidaires puisque dans le cadre des communs, certaines de ces foncières sont un petit peu plus connues. Donc une foncière, c'est à la base, donc ça c'est un peu l'un des grands résultats de ma recherche, c'est d'avoir travaillé sur ces foncières solidaires. Une foncière, c'est une entreprise qui a vocation d'acheter et de détenir des biens immobiliers et de les mettre en location, et potentiellement de les aliéner, de les vendre pour pouvoir reconstituer son patrimoine, le faire fructifier ou évoluer. Enfin, en tout cas, voilà, gérer son patrimoine. Dans le cadre du logement et du champ, alors c'est une catégorisation à la hache, un peu entre environnement, logement ou alors activité économique. Donc moi, c'est bien sûr sur ce dernier volet que j'ai travaillé. Donc dans l'environnement, peut-être qu'il y a une des foncières que vous connaissez le plus qui s'appelle Terre de Liens, qui a effectivement pour vocation de
protéger les terres agricoles et donc de les remettre à disposition de nouveaux exploitants qui souhaiteraient effectivement se lancer dans l'activité agricole et donc avec des méthodes qui ne seraient pas celles de l'agriculture productiviste. Donc ça, c'est l'une des foncières les plus anciennes. Et dans le champ du logement, on peut aussi mentionner Habitat et Humanisme, qui est une foncière qui est née dans les années 80, donc qui est aussi maintenant très développée. Et donc, les foncières sur lesquelles moi j'ai pu travailler sont beaucoup plus récentes et sont nées à peu près dans les années, pour la plus ancienne, qui est Éthique foncièrement responsable, dans les années 2010, et sinon qui sont très récentes, puisque plutôt nées depuis 2018-2019. Et donc, on peut mentionner par exemple les foncières Village Vivant, donc là, celle-ci qui n'intervient pas dans les métropoles, mais plutôt dans les milieux ruraux, la foncière Belleville, qui intervient beaucoup en région parisienne, ou encore la foncière Basse Commune, ou la foncière La Main. Ce sont voilà, les différentes foncières sur lesquelles j'ai pu travailler. Je vais passer très rapidement sur ces résultats-là, et si jamais j'ai du temps, je reviendrai là-dessus, parce que le but, c'était quand même de vous démontrer ça, et je prends beaucoup trop de temps, donc désolée. Alors, Sans problème. Bien. Tu peux un petit peu les mains. Ça marche. Un exercice pour la soutenance. Oui. Alors, la soutenance, c'est normalement que 20 minutes, donc ce sera beaucoup plus court, mais c'est vrai que ça me fait un petit entraînement. Alors, le résultat que je voulais vous présenter aujourd'hui est le pont à faire avec les communs. C'est celui que j'ai pu analyser sous l'angle de ce que j'ai appelé plutôt des stratégies collectives, des stratégies que j'ai appelées de maîtrise foncière et immobilière. J'ai pu observer donc parmi les 40 lieux que j'ai visités et avec lesquels j'ai pu m'entretenir, qui sont à la fois, enfin, alors je dis lieux, pardon, parce que je fais un peu le raccourci par rapport à des tiers-lieux. Au fond, derrière, je me suis en fait entretenue avec des collectifs qui étaient plus ou moins structurés, parfois qui avaient vraiment une organisation juridique où on a une seule association qui pilote le lieu et le projet, et parfois on a donc une multiplicité de parties prenantes qui s'organisent dans un même espace pour pouvoir gérer le projet. Ces différents acteurs, donc leur but, effectivement, en tout cas ce pourquoi moi je les ai rencontrés, c'est qu'ils avaient différents objectifs par rapport à l'immobilier et donc cherchaient à la fois à accéder à des biens immobiliers dans les métropoles avec des loyers donc plus accessibles pour pouvoir développer leurs activités. Mais certains de ces acteurs aussi avaient une perspective qu'on pourrait presque qualifier de patrimoniale, où ils cherchaient vraiment à acheter le bien pour y développer un projet spécifique et en tout cas se servir de l'immobilier, se servir de la propriété pour accéder à un autre but, en quelque sorte. Et donc j'en ai fait une forme de typologie de stratégie, donc j'ai appelé de maîtrise foncière et immobilière, et pas forcément d'acquisition, puisque les différents droits d'usage donc de ces différents projets ne sont pas uniquement concentrés sur la propriété pure et dure de l'ensemble du foncier et de l'immobilier et de l'ensemble des droits, mais donc parfois étaient bien plus complexes et avaient pour but donc de pérenniser leur occupation dans des lieux. Donc différents objectifs qui ont pu être recensés parmi ces acteurs, à la fois l'idée effectivement de s'ancrer dans un lieu et de pérenniser un lieu, c'est plutôt d'aller contrer l'éviction, parce que certains collectifs avaient vécu énormément de phases effectivement je perds un peu mes mots, mais enfin, effectivement, où c'était fait mettre dehors par des propriétaires privés comme publics, ça dépendait. Donc là, c'est beaucoup des collectifs qui étaient issus du milieu culturel, par exemple, qui ont vécu ces parcours-là. Et donc là, l'idée de s'attaquer effectivement à l'immobilier, c'était de contrer ça et d'essayer de protéger le bâtiment, et donc derrière leurs activités, de l'éviction future. Pour d'autres collectifs, l'idée c'était plutôt d'avoir une maîtrise du bâtiment
et des différents travaux, surtout qu'ils pouvaient mettre en place au sein du bâtiment, pour pouvoir y développer un projet à la fois personnel pour leur propre activité, et en même temps le projet commun qui fait tiers lieu. Mais en tout cas, c'était l'idée, voilà, d'avoir une maîtrise un peu globale de la destination du bien et donc de ce qu'on peut en faire et comment on peut le façonner et le modeler pour son propre besoin. D'autres collectifs, l'idée, c'est plutôt derrière l'immobilier et des stratégies de pérennisation, de faire un peu œuvre de démonstrateur. Euh, pour d'autres, j'ai pu y trouver comme objectif l'idée de posséder vraiment à plusieurs et d'essayer de dépasser l'idée d'une propriété privée et individuelle qui serait vraiment collective. En tout cas, ils ont essayé de travailler sur ces modalités-là. Pour d'autres collectifs, voilà, il y a l'idée de la logique un peu patrimoniale et qui est au final quelque chose d'assez étonnant qu'on retrouve un peu moins maintenant dans l'immobilier d'entreprise traditionnel où effectivement les entreprises en fait sont sorties pas mal de cette logique patrimoniale pour tout simplement louer leurs biens et se reconcentrer sur leur cœur de métier. Et parmi certaines structures de l'économie sociale et solidaire que j'ai rencontrées, en fait, il y a l'effet inverse et de passer par l'immobilier pour vraiment augmenter en quelque sorte le patrimoine de l'entreprise. Et enfin, d'autres stratégies qui sont assez proches de celles que j'ai appelées posséder à plusieurs, d'autres objectifs où l'idée c'est vraiment de sortir un temps de la spéculation urbaine et immobilière et donc d'aller protéger cette ressource du marché. Donc ça, c'est quelques discours aussi que j'ai pu identifier. Différents outils techniques sont mobilisés par ces collectifs. Certains n'ont pas forcément trop le choix et donc c'est ce que je vous racontais au tout début de la présentation, sont obligés d'en passer par des questions de location temporaire et de baux précaires et donc par des différents projets d'occupation temporaire et transitoire. Et donc là, l'idée, ça va plutôt être de savoir comment on va sortir et comment on va tenter de négocier avec les propriétaires, donc des baux un peu plus longs et de passer donc dans des stratégies plutôt de location, des baux qu'on appelle 3, 6 ou 9 ans. Et enfin, dans les outils aussi techniques que j'ai pu recenser, il y a la question de l'acquisition, soit en propre par le collectif, soit en créant une société de projet, soit une coopérative, soit une SCI, une société civile immobilière. Et enfin, celle aussi, et c'est dans ce cadre-là qu'il est intéressant d'ouvrir un peu les différents droits de propriété et les différents droits d'usage, celle des baux amphithéotiques, et donc l'idée d'avoir un droit d'usage du bien à très long terme, mais pas forcément tous les droits de propriété associés. Le bail amphithéotique, c'est un bail de minimum 18 ans jusqu'à 99 ans, et on peut, le propriétaire du bien ou alors du foncier, voilà, ça dépend sur quoi est construit le bail amphithéotique, peut accorder ce qu'on appelle des droits réels à son locataire. Et les droits réels, effectivement, en immobilier, c'est ce qui permet d'aller derrière construire, pouvoir transformer le bien. Donc, lorsqu'on est titulaire d'un bail amphithéotique, on est aussi titulaire de ces droits réels. Alors, certains collectifs, lorsqu'on a des baux amphithéotiques relativement courts, de 18 ans, 18 ans pour construire un projet immobilier, ça reste très très court au final. Et donc, ça a pu mettre certaines des coopératives que j'ai pu observer, au final, soit en faillite, dans les pires des cas, soit dans de grosses difficultés. Donc, un bail amphithéotique qui est souvent perçu comme un peu le Graal de certains de ces acteurs, mais pas toujours utilisé à bon escient. Il y a des questions aussi d'alliance et de partenariat que j'ai pu identifier, à la fois des alliances et des négociations au sein du collectif, et comment ce collectif se construit avec ses différentes parties prenantes. Les alliances et partenariats plutôt avec la collectivité. Est-ce que la collectivité elle est présente pour co-porter ou co-détenir le bâtiment, venir le garantir uniquement, ou alors venir soutenir plutôt le projet par des différentes subventions. D'autres alliances et partenariats avec les foncières solidaires que j'ai pu mentionner, qui interviennent comme des propriétaires, ou alors qui parfois peuvent intervenir comme des co-investisseurs et donc accompagner ces acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Et enfin, dans ces stratégies de maîtrise foncière et immobilière, ce qui joue énormément et ce qui permet de les catégoriser de différentes manières, c'est le secteur d'activité et en même temps la coloration du lieu et du secteur. Est-ce qu'on est initialement en présence d'acteurs du secteur culturel, de la santé, de l'enseignement? Et ça va avoir un impact très fort sur effectivement euh, les différentes stratégies qu'ils vont mettre en œuvre pour pouvoir pérenniser les biens. Euh, L'histoire aussi des différents fondateurs ou en tout cas des acteurs, vraiment des individus qui participent. Est-ce qu'on a des acteurs de métiers ancrés dans la production urbaine immobilière, des architectes, des promoteurs, des anciens promoteurs ou des anciens investisseurs, ce qui a pu arriver. Et donc, ça va pas du tout avoir le même impact sur la façon de mobiliser les outils. Est-ce qu'on va plutôt utiliser une société de portage ou pas? Est-ce qu'on va faire appel à la collectivité ou pas? Donc ça a pu jouer dans les différentes stratégies. La trajectoire immobilière passée, donc ça, c'est ce que je disais, les différentes évictions. Est-ce qu'il y a eu des lieux où on était plutôt sur des baux précaires euh, et donc avec cette volonté de pérennisation ou pas? Et enfin, bien sûr, le temps humain disponible pour pouvoir monter le projet immobilier et ce qui est un poids en fait conséquent dans les modèles socio-économiques et les modèles organisationnels à la fois de chaque structure individuelle de l'économie sociale et solidaire et en même temps de l'organisation en tant que telle pour monter le projet immobilier. Et donc, c'est aussi tout simplement ce temps humain et les compétences immobilières associées qui ont fait parfois voilà, achoper certains projets. Alors j'en ai fait donc de l'ensemble de ces modalités. En fait, l'idée c'était de vous présenter voilà les différents indicateurs en quelque sorte que j'ai utilisés pour pouvoir composer un peu cette matrice et ces différentes stratégies de maîtrise foncière immobilière que j'ai nommées de la sorte. J'ai pu identifier certaines stratégies de lutte et de protection vraiment du bien qui est perçu comme un outil de production pour les acteurs en tant que tels et qu'il faut à tout prix effectivement protéger, sortir de la spéculation. Certaines stratégies plutôt assez classiques où il n'y a pas du tout l'idée voilà, de lutte qui rentre dedans, mais c'est plutôt maîtriser le bien à long terme, le sécuriser pour pouvoir tout simplement sécuriser le projet commun et en même temps les activités des différentes parties prenantes. Les stratégies patrimoniales, j'en avais rapidement parlé. Et enfin, certaines stratégies que j'ai qualifiées de contournement. Alors, bon, c'est là où je suis pas forcément sûre, c'est pas forcément des stratégies d'aller refuser l'action en quelque sorte, mais ça a plutôt été des projets qui sont passés par soit l'utilisation des baux amphithéotiques, soit plutôt l'idée de travailler sur les discours, de travailler sur les discours en relation avec la propriété privée ou les communs, mais qui n'ont pas forcément conduit les acteurs à ni par exemple à acheter le bien ou le bâtiment. Et donc, il y avait vraiment cette idée de comment on contourne, en tout cas, l'immobilier. Et c'est pas, au final, l'immobilier n'est pas du tout, ne rentre pas en ligne de compte, en quelque sorte, dans le projet collectif. Ça n'est pas le but. Et il ne faut pas qu'on se détourne du projet collectif entre les coopératives à cause de l'immobilier. Donc, il y avait un peu, voilà, c'est cet ensemble de stratégies. Bon, ça, c'était un peu la matrice un peu de croisement et donc où je détaille la description de chacune des stratégies. Je pourrais peut-être revenir un peu plus après là-dessus. L'idée, c'était de vous montrer quand même quelques exemples. Donc là, on se situe à Lille et c'est un premier projet d'une scope d'architectes qui s'appelle les Saprofites à Lille, donc une coopérative d'urbanistes et d'architectes qui a plutôt vocation à réhabiliter du patrimoine ancien. Leur projet à eux, ça a été à la fois de s'ancrer grâce à l'immobilier et au projet immobilier qu'ils ont monté, c'était à la fois d'en faire un démonstrateur, un peu de leur pratique professionnelle et de leur pratique d'urbaniste et architecte, et en même temps d'en faire un tiers-lieu qui pourrait effectivement accueillir différents acteurs de l'économie sociale et solidaire qui étaient tout simplement dans le besoin et en recherche de locaux dans le quartier de LM qui est juste à côté de la ville de Lille. Et donc, ils ont monté ce projet
dans un bâtiment qui est en fait une ancienne chaufferie. C'est pour ça que le tiers-lieu s'appelle tout simplement la chaufferie. Et donc, ils ont acheté, peut-être que... et ils ont acheté donc un bâtiment, une ancienne friche. Donc ici, sur ce schéma, j'ai représenté l'organisation, en tout cas pour ce projet, à la fois le montage immobilier qui a été construit par la coopérative d'architectes et d'urbanistes, et en même temps le modèle socio-économique que la coopérative a en propre et en même temps utilise, en tout cas pour la gestion du bâtiment et du projet. Donc, si on se concentre sur la partie montage immobilier, donc en bas, donc la coopérative, le projet immobilier donc, a été porté directement par la coopérative La Scope des Saprofits, architectes urbanistes. Ils ont acheté eux-mêmes le bâtiment à hauteur de 70 000 €. Donc, on était sur une ancienne friche qu'ils ont complètement réhabilité. Ils ont investi 280 000 € de travaux pour réhabiliter ce bâtiment. Vous voyez une petite, enfin voilà, ici une photo en tout cas du bâtiment où il y a vraiment, il est complètement vide. Ils étaient en train de refaire la toiture sur cette image-là. Et donc le projet a été intégralement porté par la coopérative. Il y a eu à la fois aussi de l'investissement en temps de travail en quelque sorte de la part des différents membres et en même temps de la valorisation aussi du bénévolat. Réalisé par d'autres personnes en lien avec la coopérative. Ils ont contracté un emprunt et en même temps fait appel à différents bénévoles et en même temps aux habitants du quartier de Hélène dans lequel ils s'implantaient pour pouvoir faire un appel en titre participatif et donc faire une forme de levée de fonds citoyenne à hauteur de 40 000 €. Et donc, voilà, ce que je disais, la valorisation du temps de travail, je l'avais indiqué dans la partie montage immobilier des différents salariés de la SCOP qui a été estimé à 30 000 € dans les ressources du projet immobilier. Donc, ce bâtiment est la propriété de la coopérative et en même temps, il est mis en location pour d'autres coopératives. Donc, à la fois, la coopérative des Saprofits effectivement bénéficie donc de ce bâtiment et de cet espace de travail pour y développer maintenant leur activité et accueillir les bureaux. Il y a d'autres associations, il y a l'association Dynamo ou encore Haute Fidélité qui participent cette fois-ci à la gouvernance et à l'animation de ce qu'ils ont appelé le collectif de la chaufferie pour pouvoir effectivement gérer le bâtiment, gérer l'animation quotidienne. Enfin, et alors, pardon, je suis perdue dans ce que je voulais raconter. Alors oui, c'est ça. Il y a la partie gestion, pardon, qui est technique et de tout ce qui va être location ou sous-location des espaces dans le cadre des événements, etc., la perception des loyers, etc., qui est quand même mise en place par les Saprofits avec les différents salariés de la coopérative et un service civique. Donc ça, c'est la partie de droite, donc gestion et animation du tiers-lieu. Et donc ensuite, pour tout ce qui va être de l'ordre du projet commun, du reste du projet donc de la chaufferie, sur la gouvernance du projet commun. Donc, ils ont organisé ce qu'ils appellent le collectif de la chaufferie, dans lequel il n'y a pas que les Saprofits qui collaborent, mais il y a aussi leurs autres locataires. Donc ça, c'était un premier exemple, en tout cas, d'organisation, mais au final qui est porté par une seule coopérative, qui a l'air de fonctionner en termes d'organisation collective et du projet collectif du tiers-lieu, dans la mesure où finalement cet espace reste assez resserré. On n'a que deux autres associations qui collaborent vraiment en termes de gouvernance et donc d'animation du projet, ce qui a l'air de fonctionner. Et là, je reboucle avec ce que je racontais au tout début sur le travail de Philippe Hainaut et d'Adrien Laurent en 2017, qui avaient étudié donc, le projet du phare à l'île Saint-Denis, où ils montraient que le projet collectif, qui en fait est assez similaire à celui-ci au final, n'a pas forcément a été partiellement un échec, parce que la taille aussi de l'organisation collective était composée de 8 structures de l'économie sociale et solidaire,
et l'organisation du coup collective a été beaucoup plus compliquée à mettre en place face à une de ces coopératives qui faisait partie des 8, qui était le réel propriétaire du bâtiment, puisque le projet immobilier s'était construit avec une seule coopérative, de la même manière qu'ici, et qui s'appelle l'association Alage. Et donc, effectivement, en tout cas, le projet collectif dans le cadre de l'île Saint-Denis, comme le mentionnaient donc ces deux auteurs, a temporairement eu du mal à démarrer, puisque effectivement, il y a eu une confrontation entre le collectif et la gouvernance un peu commune de ce projet face aux propriétaires qui, certes, participaient tout de même au collectif et à la gestion, mais donc ils n'avaient pas forcément réussi à dépasser la relation de locataire-propriétaire dans ce cadre-là. Dans le cadre des Saprofit, en tout cas, voilà, la plus petite taille a l'air de temporairement fonctionner pour l'instant. Il faudra voir est-ce qu'ils arrivent à faire perdurer ce modèle. Un second exemple que je voulais vous présenter également rapidement, c'est celui du tiers-lieu Casako, cette fois-ci qui se situe dans la ville de Malakoff, donc au sud de Paris. On était à Lille, maintenant on passe à Paris. Alors cette grande frise chronologique, c'est une frise qui a été initialement construite par le collectif et que j'ai ensuite retravaillée. C'est la frise en quelque sorte de tous leurs déboires immobiliers et financiers pour monter et acquérir le bâtiment. Donc ils ont commencé en 2014 à Malakoff, dans un bâtiment qui est situé au 6 avenue Jean Jaurès, qui était propriété de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Première location bail précaire de 3 ans. L'EPFIF n'est pas un propriétaire qui a vocation effectivement à rester propriétaire, mais donc a plutôt vocation à revendre les terrains et à les céder aux collectivités dans le cadre de leur projet d'aménagement. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé en 2017. La ville de Malakoff s'est donc portée acquéreur du bâtiment et a re-signé un nouveau bail précaire de 3 ans avec le collectif. Et donc le collectif, entre-temps, s'est aussi structuré en coopérative. Donc c'est devenu une SCIC, cette fois-ci, une société collective d'intérêt, une société coopérative d'intérêt collectif, à la différence de la SCOP, plutôt de production dans le cadre des Saprofit. Et donc, en 2017, deuxième bail plutôt précaire, mais effectivement, la coopérative a plutôt envie de maintenir sa présence dans les lieux, le bâtiment convient plutôt bien, et donc commence à faire émerger un projet, en tout cas d'acquisition ou alors de pérennisation de ce lieu, qui est donc devenu un tiers-lieu. Il est géré par la coopérative Casako, mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de proposer des locaux à destination des acteurs de l'ESS. Donc, il est ensuite loué à différentes associations ou coopératives qui sont toutes membres de la coopérative Casako et donc qui participent à la gestion du projet. En 2020, une première évaluation a été faite par la ville qui a proposé de vendre avec une décote le bâtiment à la coopérative Casako. Au final, donc, la coopérative s'est un peu mise dans un ordre de bataille pour pouvoir acheter le bâtiment, a sollicité des premiers financeurs, à la fois ses propres banques, à la fois donc le Crédit Mutuel, la Nef, d'autres banques également, Populaire, Crédit Coop, mais donc qui n'a pas forcément réussi à boucler un plan de financement pour pouvoir acquérir ce bâtiment. Et donc ils se sont un peu, ils ont été confrontés à plusieurs problèmes. C'est à la fois leur faible capacité en fait à rembourser un emprunt, en raison de la faible capacité du coup des différentes parties prenantes de la coopérative à tout simplement payer un loyer et donc payer le niveau d'emprunt et donc d'intérêt qui était demandé par les différentes banques dans le cadre des plans de financement qu'ils ont pu construire. Donc, ils ont été amenés à modifier leur projet. Il y avait une autre coopérative donc, qui était sous-locataire de l'espace à ce moment-là, qui s'appelle la SCOP Intis, qui avait une capacité beaucoup plus importante, en tout cas de payer des loyers, puisque une coopérative plus ancienne, plus établie, au modèle socio-économique assez robuste. Et donc, ils ont construit un peu cette idée, finalement, d'aller pouvoir acquérir à 2 coopératives le bâtiment et donc de modifier le programme immobilier de base pour laisser davantage de place et donc tout simplement davantage de mètres carrés
à la coopérative Indis dans le cadre du futur projet. Donc, deuxième projet avec un autre plan de financement, une autre organisation effectivement de la programmation du tiers-lieu et des mètres carrés, et donc qui n'aboutit pas au même équilibre socio-économique tout simplement. Et donc, après voilà, plusieurs strates de négociation, et de boucles de négociation, ils ont fini par valider l'acquisition, en tout cas du bâtiment, et donc à pouvoir signer sur ce bâtiment. Et donc, ils ont créé cette fois-ci une société, une SCI commune entre les deux coopératives. Et donc ensuite, c'est la SCI qui reloue le bâtiment à la fois à la SCOP Casako, à la fois à la SCOP Indis. Et en même temps, donc, la SCOP Casako, elle gère les sous-locations pour les différentes membres de la coopérative. Voilà. C'est comme ça que ça se passe sur ce projet, sur ce bâtiment. Et donc, finalement, la signature de l'acte de vente a été réalisée en juillet 2022, donc par rapport au début des négociations. Donc, il s'est passé quelques temps. Donc, il faudra voir comment, effectivement, maintenant, ces différentes coopératives arrivent à interagir au sein du bâtiment. Mais donc là, on est sur quelque chose. Et alors, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elles se sont aussi structurées dans une société civile immobilière aussi, afin de répondre aux besoins des différents financeurs et des différentes banques qui ont un peu demandé cette organisation-là et qui n'ont pas forcément souhaité tout simplement avoir une autre forme d'organisation qui aurait pu être par une association ou alors une coopérative commune. Effectivement, la SCI est plus connue tout simplement en immobilier et par les banques, et fait un petit peu moins peur aussi en termes des questions de droit de vote et de gouvernance possible. Ça, c'est des choses que je développe ailleurs dans mes travaux, principalement en lien avec les foncières solidaires, où effectivement le statut coopératif, en tout cas en immobilier, reste un vrai frein dans lesquels les financeurs n'ont pas forcément envie de s'engager. Alors ça, ouais, c'était sur la partie organisation du projet, donc du projet de Casako. C'est ce que je viens de raconter, donc une SCI Casako propriétaire dans laquelle effectivement les deux coopératives Casako et Indis investissent. Et sinon, la gestion et l'animation du tiers-lieu est organisée par un collectif des membres donc qui participent à la coopérative Casako, qui s'appelle le collectif de la tribu. Voilà. Je ne reviens pas forcément là-dessus. Et peut-être un dernier exemple par rapport à ce que je présentais tout à l'heure dans les stratégies de pérennisation. Là, on utilise un autre outil qui est l'outil du bail amphithéotique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on n'est pas dans une des métropoles que j'ai pu analyser, on est à Bordeaux. C'est un projet également de tiers-lieu assez intéressant qui existe depuis une vingtaine d'années. Alors, pas forcément dans ce hangar-là, mais qui a bougé dans la métropole bordelaise. Ils ont fini par atterrir dans ce hangar pour créer un garage automobile, vélo, en auto-réparation. On voit en même temps qu'il y a une piste de danse parce qu'il y a un projet sur la photo, donc tout en bas à droite, il y a aussi un projet de développement de pratiques culturelles, de production et en même temps de diffusion artistique, mais principalement de la danse, donc. Et en même temps, on voit des tables. Ici, il y a eu aussi le projet d'une cantine solidaire. Et donc, on est dans un garage automobile, cantine solidaire, en même temps, pratique artistique. Donc voilà, on est sur un lieu un peu étrange, donc qui est assez représentatif de ce qu'on peut qualifier de tiers-lieu. Le bâtiment est effectivement très vieux, nécessite une réhabilitation assez conséquente. Alors, je ne sais plus si j'ai mis peut-être de l'autre côté. Ah, voilà, le montant de la réhabilitation, on est sur 6,7 millions d'euros. Donc, pour une coopérative, le garage moderne est aussi organisé en tant que coopérative. Donc, c'est un poids qui est très, très conséquent à supporter pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'idée a plutôt été dit sur ce projet d'en passer par un bail amphithéotique dans lequel, en tout cas, la métropole de Bordeaux pourrait accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire présents à la réhabilitation, en tout cas, du bâtiment, pourrait les soutenir
Et en même temps, mais il y a vraiment un besoin d'en passer à l'étape de la réhabilitation, sinon le bâtiment va pas tarder à être déclaré effectivement plutôt comme insalubre et inoccupable. Ils avaient signé un premier bail amphithéotique en 2011, et c'est là ce pourquoi je vous parlais tout à l'heure du côté un peu précaire d'avoir des baux qui seraient un peu trop courts. 18 ans en 2011, donc on arrive bientôt au final à l'échéance de ce premier bail amphithéotique, et il y avait déjà, dans un bail amphithéotique, on a le droit, le propriétaire a le droit et même l'obligation de mettre certaines contraintes. Et donc là, il y avait la contrainte de la réhabilitation du bâtiment. Et donc quand effectivement la coopérative a réussi à s'entourer des architectes qui étaient capables de réfléchir sur ce type d'architecture, etc. Donc est arrivé à un plan de financement autour de 6,7 millions d'euros, alors que là, le bail arrivait bientôt en fait à échéance. Bah, effectivement, ils se sont rendus compte que c'était tout simplement financièrement impossible, et en tout cas peut-être même pas souhaitable au vu de leurs activités d'en passer par une réhabilitation complète, et que c'était peut-être pas à eux de porter la réhabilitation d'un tel projet où il y a effectivement des activités du secteur culturel, des activités plutôt de l'ordre de la solidarité. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait par la coopérative en lien avec, du coup, la métropole bordelaise, mais aussi la région, etc., pour essayer de faire comprendre le statut. En tout cas, eux, ils utilisent des termes d'intérêt général. Et ils utilisaient aussi le statut, le terme de commun, pour montrer que ce bâtiment, en fait, devait être soutenu par le public, et que c'était pas nécessairement une coopérative de porter ce projet immobilier intégralement. Donc, de ma connaissance, les derniers échanges, en tout cas, ils étaient en train de voir pour signer un bail amphithéotique de plus long terme, et ils étaient prêts à porter eux-mêmes le projet, et donc ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage donc de cette réhabilitation, mais donc c'est effectivement pas du tout le cœur de leur métier. Et donc là, en termes de gouvernance, effectivement, même s'il y a différentes donc parties prenantes et différents types d'activités, tout est vraiment organisé au sein de la même coopérative qui s'appelle le Garage Moderne. En tout cas, à l'époque, quand je les avais rencontrés, c'est comme ça qu'ils s'étaient organisés. Mais donc, sans doute que ce projet immobilier va les amener, en tout cas, à évoluer en termes de gouvernance et de structuration commune. Et j'ai déjà un peu trop parlé. Ah, j'avais pas forcément remis. J'avais une dernière slide sur d'autres types de montage et d'organisation, de fondation, etc., par lesquels passent certains de ces projets. En tout cas, pour montrer le lien effectivement avec la logique un peu des communs, et la façon dont certains, parce que j'ai moins parlé là des stratégies de lutte en quelque sorte, et des stratégies de contournement, et donc de la façon aussi dont certaines de ces coopératives et de ces différents acteurs de l'ESS essayent de faire reconnaître un statut qui serait de l'ordre soit des communs, soit parfois, dans le cadre du secteur culturel, mobilise plutôt les termes effectivement d'intérêt général, pour pouvoir montrer comment ces lieux, au final, sont des lieux qui peuvent servir au plus grand nombre, doivent parfois être protégés, sanctuarisés, et donc comment ils essayent aussi de s'organiser pour dépasser les droits de propriété foncière et immobilière. Sur les 3 exemples que je vous ai présentés, au final, on est sur des organisations en fait très classiques vis-à-vis de la propriété foncière et immobilière. Et donc, dans les 3 métropoles que j'ai pu observer, j'ai assez peu rencontré d'exemples qui arrivaient à sortir de ces droits de propriété classiques. Hormis peut-être un exemple que j'avais évoqué avec vous lundi sur le cinéma dans le 5e arrondissement, qui s'appelle le cinéma Laclé, qui vient il me semble, en tout cas aux dernières nouvelles, avait réussi à monter son fonds de dotation et à avoir effectivement suffisamment de financement pour pouvoir rentrer dans la négociation et racheter le cinéma par le fonds de dotation. Et donc là, le fonds de dotation, c'est une autre structure effectivement qui est également ancrée dans l'économie sociale et solidaire, et qui permet d'exposer en quelque sorte les droits de propriété
privée que les individus peuvent avoir tout simplement sur les biens immobiliers. Ça permet de protéger, ça permettrait peut-être en tout cas de protéger davantage ce type de biens, une forme de spéculation et de privatisation dans le cadre des métropoles. En tout cas, c'est vrai que dans les 3 métropoles que j'ai observées, et c'est ce pourquoi j'ai eu du mal, et donc je ne l'ai pas tellement fait finalement dans ma présentation, à me raccrocher au commun et au commun urbain, puisqu'on retombe assez souvent sur des droits de propriété très établis et en même temps des enjeux de financement et donc des contraintes aussi qui sont imposées, enfin, des attentes et des besoins qui sont imposés par les différentes banques, voire des investisseurs. Ceux-là, je ne les ai pas forcément présentés aujourd'hui et qui contraignent les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire à adopter aussi des structures qui ne sont pas forcément des structures coopératives et qui permettent en quelque sorte de protéger voilà, par l'organisation démocratique une personne, une voix, et donc sont obligés de réintroduire un peu voilà, la pensée du poids du capital dans le poids, enfin, corrélé au poids du vote et au droit de décision sur les biens immobiliers. Donc voilà, c'est des projets que j'ai un petit peu plus trouvés en dehors des 3 métropoles sur lesquelles j'ai pu travailler, mais pas forcément voilà, dans les espaces métropolitains de Paris, Lille et Lyon en définitive. Je vous remercie. Désolée, c'était un peu le fouillis pour moi d'arriver à sortir de ma présentation, donc de mes chapitres et d'essayer de les ramener un peu plus vers les communs. Je me rends compte que j'ai pas forcément réussi à faire le pont, mais avec plaisir pour revenir dessus dans les questions. Merci Fanny. Je crois qu'il y a une richesse dans le travail notamment empirique avec les différentes études de cas. Vraiment, merci pour ça. Avant peut-être de réagir, je sais que Rally, tu as des cours, peut-être tu peux intervenir. Je sais que des personnes qui étaient connectées en ligne se sont déconnectées pour partir en cours. Donc, je voudrais m'assurer que, voilà, si tu as des questions à poser. Oui, c'est déjà la présentation, parce que surtout pour les concepts que je découvre, surtout même sur l'atelier de bord, je ne connaissais pas. Alors, moi, c'est juste plus une question d'ordre général, juste pour ma curiosité. C'est le commun, surtout pour urbain. Là, c'est l'immobilier, c'est principalement la question de la propriété privée, c'est le capitalisme, surtout les rentiers. Et du coup, est-ce que l'ancrage théorique que vous avez utilisé, ou bien les études de cas que vous avez menées, est-ce qu'il y a cet impact du gain? Parce que les logiques, d'après les réseaux, sont très pertinentes. Surtout, c'est soit de éviter d'être évincé, ça est aussi politique. Ça a d'autres questions par rapport à que font les autorités, surtout ici, les communes, les mairies, sachant que chaque mandat change. Et du coup, les promesses que les élus donnent peuvent tomber à l'eau pour une convention. Donc, surtout par rapport au capitalisme, quand vous avez trouvé l'explication par rapport à un bien qui est plus. Ouais, j'ai pas pris le temps de détailler voilà, l'ensemble des différentes stratégies là, que j'avais identifiées. Il y a certains collectifs, effectivement, qui dans la question de l'alliance et le partenariat par rapport à la puissance publique que j'avais identifiée. En tout cas, dans les stratégies de lutte et de protection que j'ai pu identifier, clairement, il y a vraiment l'idée de se construire aussi, pas forcément contre, mais sans la puissance publique pour éviter cette question justement de l'alternance politique, tout simplement. Ça me fait penser par exemple au tiers-lieu de main-d'œuvre à Saint-Ouen, qui est un ancien lieu d'une vingtaine d'années aussi, je crois qu'elle est en 98 à Saint-Ouen, dans un bâtiment qui a un peu rapidement bougé, mais là ça fait une bonne quinzaine d'années, je crois qu'ils sont dans leur bâtiment à Saint-Ouen. Et au moment des municipales de 2020, effectivement, en fait, juste avant ça, ils ont été éjectés de leur bâtiment en 2019, en fait. Alors, je fais les choses pas forcément dans l'ordre. C'est un lieu culturel sur des pratiques plutôt amateurs et donc de diffusion artistique et en même temps de production artistique, mais principalement amateur.
Et donc, collectivité, à l'époque, en 2019, qui est propriétaire du bâtiment, voulait tout simplement récupérer son bâtiment pour en faire un conservatoire institutionnel et classique. Donc, il y a eu une forte mobilisation à ce moment-là. Donc, ils ont été effectivement mis dehors, fin de droit d'occupation. Il y a eu toute une mobilisation, je crois que c'était pendant l'hiver en plus, où vraiment à la fois les habitants, les différents artistes et producteurs se sont organisés, ont organisé un sitting et une occupation effectivement du bâtiment, donc on était présents pour défendre l'idée que ça n'avait pas de sens de faire un conservatoire institutionnel là où on avait déjà un conservatoire presque de fait, mais de pratiques effectivement plutôt amateurs, et donc il y avait plus de sens d'ailleurs à Saint-Ouen, dans ce quartier-là, qui est un quartier aussi populaire et donc, qui anime tout un espace de vie depuis une vingtaine d'années. Et donc il y a eu une forte mobilisation contre la collectivité également. Et d'ailleurs, le nouveau maire de Saint-Ouen s'est aussi engagé à réouvrir le tiers-lieu main-d'œuvre, et donc a aussi remporté les élections municipales, j'imagine, pas uniquement grâce à ça, mais en tout cas, ça a pesé sans doute en partie dans la balance. Et donc, suite à ce tiers-lieu, il y a une foncière solidaire qui s'est montée. Alors, le tiers-lieu, existe toujours, main-d'œuvre existe toujours. Et donc, il y a une coopérative qui s'est montée, qui s'appelle La Main foncièrement culturelle, dont le but, effectivement, est de créer une foncière solidaire qui aurait vocation à accompagner l'ensemble des tiers-lieux culturels d'Île-de-France, mais sans doute aussi plus largement, à pérenniser ce qu'ils appellent bâtiments-outils, à pérenniser les lieux culturels dans une logique un peu de stratégie collective, à la fois d'acquisition, de pérennisation, et de s'opposer en quelque sorte à l'idée que la relation avec la puissance publique, ça peut très bien aller pendant un mandat de 6 ans, comme effectivement finalement se renverser. Et donc il y a vraiment l'idée de s'autonomiser par rapport à la puissance publique de ce côté-là, dans cet exemple, et j'ai pu le rencontrer effectivement dans d'autres exemples. C'est le cas dans le fameux cinéma dans le 5e de la clé que j'ai mentionné tout à la fin. Moi, j'habitais à Montreuil, il y a un autre tiers-lieu qui s'appelle La Parole Errante, effectivement, à Montreuil, qui est dans un ancien bâtiment du département du Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis. Et là où ils sont en conflit complètement avec le propriétaire, qui est le propriétaire public. Donc il y a vraiment, et ça je pense que c'est assez propre au secteur culturel et au secteur culturel de production, diffusion amateur, qu'on pourrait qualifier d'alternatif, effectivement de rentrer un peu en tension et de se dire potentiellement dans le cadre des politiques publiques actuelles néolibérales, où il n'y a plus forcément de subventions, où il n'y a plus forcément de soutien, on a tout intérêt à s'organiser collectivement à côté, au cas où, effectivement, ces relations ne se passent pas forcément bien. Je n'ai peut-être pas répondu à toute... Une question également en ligne. Excusez-moi. Geneviève, est-ce que vous voulez prendre la parole, ou vous souhaitez peut-être que je lise la question, comme vous le souhaitez? Oui, enfin, on peut la lire, peu importe qu'elle soit dite ou pas. C'était parce que moi, j'ai assisté à cette session avec très alléchée et salivante, parce que il me semblait qu'il y avait quand même une forte opposition entre la notion de commun et puis l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est quand même largement fondé sur les droits de propriété, et les droits de propriété, justement, s'opposent un peu à la notion de commun. Et donc, si j'ai bien suivi l'exposé, c'est confirmé, quoi. Toute l'économie solidaire, tous les montages qu'on peut inventer pour essayer de desserrer ce carcan de la propriété individuelle, là, ne dépassent jamais un petit collectif qui se rend propriétaire d'un bien immobilier. On n'a pas inventé de moyens de rompre avec cette notion fondatrice quand même de nos démocraties de la propriété. Voilà, c'était ma connexion. En bref. Merci Geneviève pour cette contribution aux questions. Effectivement, et c'est ce pourquoi, merci.
c'est ce pourquoi, au final, dans ma recherche, j'ai fini par abandonner, ça je le mentionnais plus tôt à François et Guillaume en amont de cette présentation. J'ai fini par abandonner le cadre théorique des communs dans la mesure où j'avais l'impression qu'on était dans un échec perpétuel. En tout cas, enfin, la question, pour moi, la question de voir comment ces acteurs arrivaient à s'organiser collectivement pour sortir un bien du marché, en faire un commun, etc., dans les 3 métropoles que j'ai étudiées, était mal posée, en fait. Et n'avait presque pas tout à fait de sens quand on prenait le cadre théorique des communs uniquement. Je trouvais qu'il n'était pas complètement adapté pour saisir l'ensemble des logiques de marché, des logiques de financiarisation que je pouvais analyser, même dans l'immobilier, à destination des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Après, il y a toute une partie donc, de ma recherche que je n'ai pas décidé de présenter aujourd'hui sur les foncières solidaires. Se sont quand même structurées à la base pour certaines, pour répondre un peu à votre question, en se disant comment on s'organise collectivement pour apporter des réponses à une forme de propriété qui serait commune, collective, ou alors de sortir des logiques de propriété privée. Et en fait, même là, dans les fameuses foncières solidaires que j'ai pu observer, ben, ces logiques, en tout cas, de mise en commun, où elles avaient vraiment pour idée d'être... Enfin, elles avaient envie, en fait, d'être l'entreprise, l'organisation qui allait effectivement permettre de mettre en commun. Sauf qu'en fait, ces entreprises, elles se sont montées, c'est ce qu'on discutait au début, en fait, sans collectivité, sans communauté, pardon, plutôt, en amont, quoi. Elles se sont vraiment montées comme des entreprises, alors certes coopératives, mais sans communauté derrière et sans une force de frappe qui chercherait effectivement où on aurait différents collectifs et différentes structures qui s'organiseraient collectivement pour arriver à sortir certaines ressources d'une logique de propriété privée. Alors, je pense qu'il est encore un peu tôt, à mon avis, pour vraiment conclure sur ces fameuses foncières solidaires, sur le fait qu'elles n'y arriveront jamais. Je pense que la foncière solidaire La Main, sur le secteur culturel, donc, que j'ai rapidement évoqué, à mon avis, elle est intéressante parce que l'idée vraiment de cette foncière, en fait, c'est pas tellement une foncière, c'est plutôt une structure qui a vocation à rassembler petit à petit les différents tiers-lieux culturels en Île-de-France et à voir comment ils peuvent, par des logiques de contribution à la fois financière, mais à la fois aussi technique, intellectuelle, etc., s'organiser pour accompagner les différents lieux culturels à sortir progressivement leurs bâtiments de la spéculation immobilière et de la privatisation. Et donc l'un de ces lieux, par exemple, c'est le fameux cinéma dans le 5e arrondissement, le cinéma Laclais, mais c'est pas le seul. Mais donc il y a bien ce sujet, de toute façon, quand on parle d'un bâtiment, le fameux cinéma Laclais, on parle quand même de, je crois que c'est 4 ou 5 millions d'euros. Un autre bâtiment tiers-lieu culturel qui cherche aussi à Nanterre à acheter son propre bâtiment, c'est 10 millions d'euros. Donc en fait, on se rend bien compte que malgré cette organisation collective des différents lieux culturels, ils vont pas pouvoir, en tout cas, enfin, il va falloir y aller petit à petit et que même un premier bâtiment à 5 millions d'euros, c'est déjà un sacré projet. Et enfin, et c'est là où, moi, dans ma recherche, j'ai été un peu limitée parce que, il y a un moment, il faut borner, effectivement, certaines enquêtes. Et donc, je me suis arrêtée à mes 3 métropoles, Paris, Lille et Lyon. Et donc, j'ai observé quelques projets en dehors. Et donc, moi, j'avais un peu cette hypothèse, mais qui est peut-être également pas tout à fait juste, qu'en dehors, dans d'autres lieux collectifs, et principalement aussi qui sont rattachés à des lieux d'habitation, ce sur quoi je n'ai pas travaillé pour le coup. Là, il y a aussi des perspectives très, très intéressantes de effectivement comment on met en commun comment différents habitants s'organisent pour pouvoir penser un projet d'habitat coopératif qui ne serait pas uniquement rattaché à des droits de propriété individuelle, ou alors certains tiers-lieux en milieu plutôt ruraux arrivent aussi à organiser plutôt des formes de propriété, mais en passant par des associations, où donc il n'y a pas cette logique de droit individuel. Après, dans tous les cas, comme on est sur l'immobilier, il y a toujours une structure
voire des individus propriétaires du foncier et propriétaires des murs en quelque sorte. Alors maintenant, on arrive davantage à dissocier les deux par des questions de droit d'usage, de baux amphithéotiques, ou à dissocier effectivement le droit d'usage à long terme avec le bail amphithéotique de celui de la propriété pure et dure. Mais en tout cas, moi, j'ai pas observé pour l'instant voilà, d'expérimentation qui permettrait de sortir de ce cadre-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement en ligne? Je crois que nous, on en a. Ouais, je ne sais pas si c'est des questions ou des remarques. T'en fais Ouais. ce que tu veux. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était. D'abord, merci de la présentation. En fait, j'ai trouvé que c'était. Ça dit beaucoup de choses sur les communs, même si ce n'est pas le cadre que tu mobilises. En tout cas, les 3 cas que tu as choisis, mais enfin, tu les as pas choisis au hasard, je pense, par rapport à ce séminaire. Je trouve que déjà, c'est très intéressant, en fait, c'est vraiment un travail où on voit bien justement la question des faisceaux courants. Et ça illustre bien cette question-là et tout son intérêt. Et c'est qui n'est pas une question qui est forcément qui est évoquée, mais pas aussi fortement montrée dans d'autres travaux, enfin dans les travaux que je connais en tout cas sur les. Ça, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit bien cette articulation des faisceaux droits. Et en même temps, on voit bien, on voit qu'à la fois ces faisceaux droits, en fait, il y a une articulation, une imbrication entre les organisations imbriquées que tu identifies, les SCOP, la SCI propriétaire, et puis finalement une organisation supplémentaire qui va gérer tout ce qui est la gouvernance du lieu sans en être le propriétaire, etc. Donc, à la fois, il y a donc là différents droits, faisceaux de droit et de nouveaux droits de propriété d'usage qui apparaissent, et en même temps une construction d'organisation qui accompagne, qui gère ce droit. Et ça, c'est vachement intéressant en fait de montrer, à travers ce que tu fais, qu'il y a une imbrication entre faisceaux de droit et les différentes organisations qui sont créées pour la gestion du tiers-lieu, etc. Appelons-le ou ne l'appelons pas commun. Et ça, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant. Et après, je retiens, enfin, il y a plein de choses que tu dis, enfin, en creux par rapport à des questions d'émergence de commun, etc., qui sont tout à fait intéressantes, qui confortent des choses que j'avais déjà observées par ailleurs, mais le fait de conforter, c'est bien aussi. Il y a des questions de taille en fait de la communauté au départ, et tu montres bien que là je sais, il y a peut-être une taille maximum, en tout cas, c'est ce que je pense à dire que les conditions de validité de l'utilisation de cette théorie-là, c'est lié à la taille de la communauté. Alors, moi, j'étais plutôt arrivé à l'idée qu'au-delà d'une vingtaine, trentaine de personnes, ça ne marchait plus. Mais peut-être que justement, les contraintes de l'immobilier font que cette taille de communauté, elle se réduit encore. Du coup, il y a peut-être aussi dans ces conditions de validité, enfin, en tout cas, un lien entre taille de communauté et lieu, en fait, ou objet du commun. Et puis, alors je ne sais pas si c'est... Il me semble qu'il y a des questions autour de l'identité, en fait. Au départ, il y a une identité commune, il y a quelque chose qui se passe en termes d'identité qui fait que le projet n'émerge pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends. Et à quel niveau? Et à quel niveau se situe cette identité? Et puis, on voit apparaître dans tes travaux, et c'est ce qu'on discutait un peu à midi ensemble, c'est l'existence. J'essaye de lister un peu des conditions d'existence de possibilité d'émergence du commun. C'est l'existence d'une proto-communauté. Et je trouve que les 3 exemples que tu montres sont tout à fait intéressants par rapport à ça, parce qu'avant qu'il y ait la question du commun qui se pose, il y a déjà un réseau, des gens qui se parlent, qui sont ensemble, etc., qui font des choses ensemble, et qui tout d'un coup se structurent. Et donc, il y a quelque part une proto-communauté qui émerge, et c'est ce que je te disais, moi, sur les exemples que je traite, on voit aussi que cette proto-communauté, finalement, alors je l'appelle comme ça pour l'instant, mais peut-être qu'elle aura
la réflexion collective nous amènera à la nommer différemment. Mais en tout cas, cette pré-communauté, en fait, est finalement une condition nécessaire pour qu'il y ait possibilité d'émerger, de faire émerger le plan. Voilà. Et puis si j'avais trouvé aussi dans le deuxième exemple que tu montrais, là où il y avait tout, dans ta frise chronologique, il y a toute l'interaction, les négociations avec les banques, en fait, et avec les autres acteurs externes, et que ça illustre bien quelque chose que moi aussi je touche du doigt, qui est la question de la reconnaissance institutionnelle de cette communauté-là. Et que à la fois par les institutions publiques, la mairie, etc., peut être amené à financer. mais aussi des institutions privées. Et on voit que la reconnaissance institutionnelle des banques, par exemple, elle est très forte, et c'est pas forcément neutre si on voit que les banques qui acceptent de s'engager, c'est des banques un peu spéciales quand même. La nef, c'est pas n'importe quelle. Voilà, c'est une philosophie de banque, et c'est peut-être des acteurs institutionnels qui sont en capacité de reconnaître. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve qui est dans les travaux d'Ostrom très peu évoqué. On fait comme si ça allait de soi. Or, ça va pas du tout de soi, la reconnaissance institutionnelle des autres institutions. Au contraire, c'est quelque chose de très, très difficile à obtenir et parfois qui est un fort élément de blocage, en fait, de la construction et de l'émergence des communes. Alors évidemment, tout ça, rajouté à la pression foncière et aux enjeux de propriété privée dans l'urbanisme, forcément, c'est encore plus compliqué qu'ailleurs. Et je comprends que tu aies choisi un autre cadre. Mais je trouve qu'en tout cas, ça dit beaucoup de choses sur les communs, même si tu l'as abandonné comme cadre d'analyse. Je trouve que ton travail est quand même une contribution en creux à cette théorie. Donc, merci beaucoup pour tout ça et pour tous les échanges qu'on a pu avoir. Oui, contribution, moi je rejoins François sur les communs, ne serait-ce que dans les limites. Quoi? Oui, donc on en discutait en préparation de la conférence, c'est-à-dire que je partage ce que vient de dire François, je trouve qu'il y a des apports, notamment sur les limites qui sont observées dès lors que on passe d'une communauté ou d'un projet collectif ou d'un bien commun qui peut être un projet collectif, qui peut être un lieu à réhabiliter, enfin, et au passage où on donné où il faut trouver le bon modèle économique. Et là, il y a des contraintes qui se posent, il y a effectivement des outils qui n'existent pas forcément, comment on valorise le projet, sur quelle durée, c'est pas forcément la durée classique d'un projet de rentabilité immobilière, donc plutôt sur du capital patient ici. Donc tout ça, c'est des questions effectivement qui sont intéressantes. Moi, je veux juste revenir sur l'intérêt du sujet, l'utilisation de la vacance immobilière, donc 2000 lieux. 2000 lieux en France, nous sur les trois métropoles. J'ai bien compris qu'il y avait eu un travail de catégorisation des lieux, mais l'utilisation de la vacance immobilière, c'est, je trouve, une vraie question. Alors, à la fois sur la valorisation de sites de friches industrielles qui sont abandonnés, ou de sites qui sont inexploités. J'ai pensé aussi au problème du mal logement en France, ou des logements d'urgence qui n'ont pas été abordés ici. C'était pas forcément les études de cas, mais effectivement, la question de la vacance immobilière est une vraie question et qui nécessite effectivement qu'on s'y intéresse. Sur le croisement des champs, j'ai trouvé c'était très intéressant de croiser donc géographie économique, urbanisme, aménagement, économie politique. C'est aussi pour cela qu'on t'avait sollicité. Effectivement, on est sur une thèse qui est très intéressante et sur l'intérêt du sujet et sur les différents croisements des champs. Moi, je voulais revenir un petit peu sur plusieurs questions. J'avais la question notamment sur l'impact donc la valeur effectivement de ces projets qui se montent en commun avant de parler de la problématique immobilière, qui est une problématique qui se pose pas forcément dans un premier temps, mais qui se pose assez rapidement, on le comprend, pour rendre le projet pérenne.
moi, la question de l'impact, et ça revient un petit peu à ce que évoquait François sur la reconnaissance institutionnelle, l'impact que ça peut avoir sur un territoire. Alors, un territoire qui est, par une friche, on a abordé rapidement en préparation la revitalisation des zones rurales, même si là, on est plutôt sur des zones urbaines, mais la reconnaissance institutionnelle, il y a aussi de l'impact que le projet collectif peut avoir sur un territoire. Parfois, ces projets collectifs peuvent répondre à des vides institutionnels. Il manque alors un conservatoire, ou il manque une cantine solidaire sur un territoire, et des acteurs se saisissent en quelque sorte de ce vide, disent bah, il y a une problématique sociale, donc on va y répondre collectivement. Et donc, de là naît finalement la reconnaissance institutionnelle. Donc, je voudrais savoir si tu t'es intéressé aussi justement sous cet angle-là de la reconnaissance institutionnelle sur les impacts reconnus ou non des projets que tu as étudiés. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que les acteurs cherchent à valoriser parce qu'il y a une vraie valeur, évidemment, forcément toujours facile à jauger et encore moins à s'approprier. Hein. Là, c'est de la valeur qui est partagée sur un territoire. Et du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as étudié? Cette question de l'impact et l'impact perçu par notamment les institutionnels, qui soient privés ou publics d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos questions. Peut-être que je peux commencer par l'impact et remonter progressivement sur. C'est vrai, du coup, Obligé de répondre. oui. C'est vrai que dans mon travail, alors qui a été, il y a beaucoup de choses que je vais pas présenter bien entendu aujourd'hui, et je me suis vraiment concentrée sur l'offre immobilière. Donc il y a un premier élément aussi qui est un angle mort de ma recherche d'entrée, c'est la question de la demande et du besoin de ces acteurs-là. Et dans toute leur diversité, leur grande voilà, diversité, comme je l'ai rappelé, de l'ESS, à la fois sectorielle, à la fois géographique aussi, de leur implantation, des besoins en termes de locaux qui sont très très diverses en fonction de si on va faire de la logistique, voilà, ou alors plutôt avoir des activités productives et artisanales, ou alors effectivement des activités finalement de bureau très classiques. Ça n'a pas du tout le même impact non plus sur les besoins immobiliers de ces acteurs. Donc ça, c'est une première. Je voudrais revenir un tout petit peu là-dessus sur la question du manque, au final, comme j'ai travaillé que sur l'offre, j'ai pu analyser très qualitativement ces sujets un peu de demande et de besoin, mais clairement, c'est aussi quelque chose que j'aimerais poursuivre dans mes travaux parce que je n'ai pas trouvé de recherche là-dessus, très très peu, ni dans le secteur de l'économie, et plutôt qui s'est intéressé à l'économie sociale et solidaire, ni dans le côté de la géographie économique, où on regarde pas... Enfin, la question de l'ESS n'a presque pas de sens en termes de catégorie. On s'est intéressé voilà, aux différents secteurs spécifiques, mais peut-être pas à la question de prendre l'ESS de manière un peu plus globale. Et donc, l'autre angle mort aussi, c'est plutôt la question des impacts, effectivement, dans le cadre de ma recherche. Plutôt des effets. J'ai pas forcément analysé les effets que ces lieux et que ces acteurs pouvaient avoir, ni pour les territoires, pour les collectivités. Je ne l'ai pas analysé directement comme ça. Ça rentrait pas forcément dans le... J'avais un premier axe de recherche là-dessus. J'ai pas du tout ni eu le temps ni le matériau pour enquêter à ce point-là. En revanche, par contre, la question de l'impact dans la recherche de financement, dans la façon dont les partenariats vont être construits avec et la collectivité et les banques, ou alors encore plus maintenant les investisseurs à impact social et solidaire, et donc les fonds d'investissement, parce qu'il y en a quelques-uns. Ça, par contre, oui, je l'ai vu et j'ai pu l'analyser, le mesurer davantage. Donc, je l'ai plutôt fait dans le cadre de l'enquête spécifique aux foncières solidaires et aux différents projets immobiliers qu'elle montait. Alors, sur le lieu, je le mettais dans le lieu, je crois que c'est Casako. Oui, c'est ça. Casako, ici, je mettais voilà, dans le petit schéma, la ville de la Malakoff a consenti déjà à faire un prix de 10% par rapport au prix des domaines dans le cadre de la vente de son bâtiment à la coopérative Casako, effectivement, en l'échange d'une attente, en tout cas d'impact pour le territoire et d'une reconnaissance que cette coopérative et la diversité des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui allaient intégrer le bâtiment allait apporter effectivement à la collectivité.
Il y a la même chose qui s'est produite sur, par exemple, les lieux de la foncière éthique, à la fois, je crois, à Montreuil et à Nanterre, où dans les deux cas, la foncière éthique, elle a réussi à négocier soit l'acquisition dans le cadre de baux emphytéotiques, donc plutôt des droits réels, soit l'acquisition pure et dure des bâtiments, avec une décote de 10 à 50% parfois sur le prix des domaines, avec, je crois qu'à chaque fois, ce sont les villes qui ont consenti à faire ces efforts-là. Donc ça, c'est une première prise en compte, en tout cas, et vraiment en tout cas dans le bail emphytéotique de Nanterre de la foncière éthique, c'est vraiment inscrit le fait que, effectivement, il y a eu une décote sur le prix. Enfin, là, c'est un bail emphytéotique, donc sur l'achat des droits d'usage en quelque sorte, en l'échange de services. Alors, je sais plus comment c'est appelé, mais en l'échange de services de l'économie sociale et solidaire. Pour le Et territoire. comme quoi, voilà, pour le territoire. Et que la foncière éthique s'engageait jusqu'à la fin du bail, en tout cas, à louer le bâtiment à des acteurs de l'ESS exclusivement, et non pas à des entreprises critiques, ou en tout cas à des entreprises qui peut-être n'ont pas encore le statut de l'ESS, mais s'engagent à développer ce sujet-là. Il y a également une coopérative à Lille qui a créé un bail qui s'appelle le BECUS, le bail commercial d'utilité sociétale, et où ce bail, c'est un bail en fait commercial très classique, en 3, 6, 9 ans, et qui est accordé à la coopérative locataire en l'échange effectivement de services d'utilité sociale. Alors tout le problème vient aussi de la définition de l'utilité sociale, de l'utilité sociale, solidaire. Et donc là, ça change énormément effectivement dans les différents contrats que j'ai pu voir ou analyser. Et c'est très peu stabilisé, en fait, comme définition, ça c'est clair. Et après, donc sur les foncières solidaires que j'ai pu analyser entre la foncière éthique, la foncière basse commune ou encore Belleville, qui font principalement donc des levées de fonds, à la fois des levées de fonds citoyennes, font appel aussi à des levées de fonds institutionnels avec la Banque des Territoires qui est l'un des plus gros investisseurs institutionnels dans ces foncières, et en même temps font aussi appel à des investisseurs à impact. Et donc ça, c'est le tout dernier volet de mon travail. J'ai pu analyser qui étaient ces investisseurs à impact, combien ils investissaient effectivement dans ces foncières, qui en fait étaient derrière les propriétaires quand on remonte la chaîne de ces fonds d'investissement de ces fonds. Souvent, on est sur en fait des grandes sociétés de gestion d'actifs telles que Amundi, Generali, etc. Et donc, on est sur les poches solidaires, le fonds des fameux 10% des fonds 90, etc. Et donc là, eux aussi, ils ont une grille d'impact. Et ce qui a été très intéressant d'analyser, c'est que quand j'allais rencontrer ces fonds d'investissement, en fait, souvent, ils me disaient qu'ils n'avaient pas de souci pour financer des acteurs de l'économie sociale et solidaire directement, parce qu'ils voyaient très bien l'impact de ces sociétés-là, mais avaient du mal à financer les foncières solidaires parce qu'en fait, elles faisaient de l'immobilier sur de l'ESS. Et donc, elles ne voyaient pas l'impact direct de ces acteurs. C'est comme si, effectivement, elles étaient des intermédiaires en tant que telles. Donc, elles ne voyaient pas pourquoi elles allaient, ces fonds d'investissement, pourquoi leur accorder des fonds qui seraient moins rémunérés, moins rémunérateurs, parce qu'en fait, elles font de l'immobilier et que l'immobilier, c'est perçu comme un actif rémunérateur. Et donc là, toute la question de l'impact, elle était super intéressante parce qu'il faut que ces foncières, elles arrivent à démontrer et donc en fait à pré-commercialiser en quelque sorte leurs bâtiments avec des acteurs de l'ESS pour pouvoir montrer à leurs investisseurs qu'en fait, effectivement, il y a un vrai impact social, environnemental. Et alors là encore, c'est défini de manière très vague et c'est en fait principalement les fonds d'investissement qui posent leurs critères derrière de leurs critères d'impact, quoi. Voilà, ça c'était toute la partie que je n'avais pas le temps de montrer là-dedans sur l'impact et donc l'impact il est effectivement très très vaste à la fois pour les territoires voilà, j'avoue que je ne saurais pas forcément la refaire une synthèse des différentes définitions un peu de cet impact. Donc ça, c'était plus pour la question impact. Peut-être la reconnaissance institutionnelle. C'est super intéressant, effectivement, cette question de dans quelle mesure ces coopératives, elles arrivent
à rentrer dans le jeu des plans de financement et donc d'avoir une reconnaissance des acteurs, des financeurs, etc. Et en fait, c'est ce aussi pourquoi ces fameuses foncières solidaires, elles se sont construites en se disant que bah, les acteurs, soit le tiers-lieu Calvaco, soit la coopérative des Profit que je vous ai montré, en fait, c'est un vrai parcours du combattant que d'arriver à construire un projet immobilier collectif. Et donc, les foncières se sont aussi dit, bah, nous, on va être les intermédiaires qui vont apporter ce crédit et donc faire le lien entre ces acteurs financeurs, les acteurs plutôt institutionnels, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui n'arrivent pas forcément à avoir ce crédit institutionnel. Alors que les foncières, en grandissant et en ayant tout de suite le lien entre des acteurs publics, des fonds institutionnels ou des fonds enfin, des fonds plutôt dits solidaires, arrivent effectivement à montrer en tout cas qu'elles peuvent jouer sur les deux tableaux et avoir un crédit qui est autre. Et donc à aussi garantir, à se porter comme garante de ces coopératives qui cherchent à monter des projets collectifs. Mais sinon, c'est beaucoup plus dur, cette question de la reconnaissance institutionnelle. Enfin, et bah, là, encore une fois, particulièrement dans le secteur culturel, quand il y a une coopérative du secteur culturel qui débarque pour acquérir un bâtiment à 10 ou 12 millions d'euros, elle n'est pas prise au sérieux du tout. Vraiment, c'est... Et bah, la coopérative que j'ai en tête, ça fait 5 ans qu'ils tentent effectivement de négocier avec les différentes parties prenantes. Et même si maintenant, elles ont réussi à gagner un peu la confiance de la ville et du département, bah, derrière... le promoteur en question du projet urbain, en fait, cherche toujours à trouver un autre investisseur et un autre acquéreur au final. Et donc voilà, cette question de la reconnaissance, elle est très longue pour nous. Et la question après de l'identité, de la préexistence de la communauté, ça, ouais, je pense que c'est très clairement. C'est super, super important, effectivement. Et bon, c'est ce pourquoi parfois j'ai du mal un peu à présenter mon travail, parce que souvent, la plupart du temps, on a l'impression que je me concentre uniquement sur l'immobilier et pas forcément au collectif qui travaille à l'immobilier. Mais c'est vrai que... alors, il faudrait que je reprenne parmi tous les lieux que j'ai pu observer, effectivement, et que je pose un peu ça comme critère de dans quelle mesure la communauté préexistait ou pas, et quelle était sa taille, peut-être. Ça, c'est vrai que c'est des éléments que j'ai en fait pas, que j'ai dans mes carnets de terrain et que je pense que je pourrais relever et travailler. Donc, c'est une bonne perspective, ouais, Et éventuellement, Vous avez une ça discussion. me permet d'abonder dans ce sens-là, de croiser avec les 4 stratégies que tu as identifiées. Je trouve que c'est un vrai apport. Lutte et de protection, maîtrise du bien sur le temps long, sécurisation, patrimonial, de contournement. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, que tu pourrais croiser avec les terrains, avec les effets de taille, peut-être toujours en prolongement de la thèse, hein, avec, on discutait aussi en préparation urbain, rural, on est plutôt sur les biens communs urbains. Et du coup, cette grille-là, ces stratégies-là, cette grille d'analyse-là, de la croiser effectivement avec les études de cas, caractéristiques des cas étudiés, là où ils sont localisés, le secteur d'activité, et d'avoir une forme de représentation par rapport à ces stratégies-là. Je pense qu'il peut y avoir des effets analysés très intéressants. Compte tenu du volume finalement de lieux existants, je ne pensais pas qu'il y avait autant de lieux. En fait. J'en connais quelques-uns, un ami qui gère un lieu, un tiers-lieu. Et justement, toute cette dynamique-là, effectivement, il y a une dimension immobilière très importante, qui n'est pas forcément visible de l'extérieur, mais qui est au cœur du coup, de son modèle économique à lui. Il faut qu'il en tienne compte pour exister, renouveler sa proposition sur un autre tiers-lieu, sur une fraction du tiers-lieu qui va continuer à exister au-delà quand le projet va être réhabilité, enfin quand le lieu va être réhabilité. Enfin, je trouve que du coup, il y a, à mon avis, quelque chose à construire en croisant effectivement les études de cas et les stratégies que tu as pu identifier pour identifier comme une typologie ici. Hein. Ça, c'est effectivement très intéressant. Je vois le temps qui passe. De toute façon, on va pouvoir continuer nos échanges. Éventuellement, est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, plusieurs personnes nous ont quittés depuis tout à l'heure, raison de cours ou d'autres obligations.
Alors, écoutez, en tout cas, merci. Simplement un mot pour vous dire, donc remercier Fanny, effectivement, de sa présentation et de la richesse de ses résultats, qui montrent bien qu'il y a évidemment un intérêt très, très, très fort à étudier cette question. Prochaine conférence, donc, séance numéro 7, le vendredi 29 novembre, à 14h30, ici même au Laroquois, également en visio, donc avec Olivier Petit, qui est maître de conférence en économie à l'Université d'Artois et chercheur au CLERC, et donc qui nous parlera de gestion des communs à partir de l'exemple des eaux souterraines. Prochaine conférence le 29 novembre à 14h30, et une séance le 8 qui viendra clôturer ce cycle le 10 décembre 2024 à l'unité de Nantes, également en visio, donc avec Cécile Renoir, qui est présidente du campus de la transition, qui nous fera un exposé, donc qui est philosophe, et qui nous fera un exposé donc commun, bien commun, et responsabilité systémique de l'entreprise. Vous voyez, un programme également très riche. Écoutez, je vous remercie à tous. Cette conférence sera disponible en vidéo, en replay, et donc vous aurez la possibilité de la revisionner. Merci à tous de votre présence et à bientôt.